Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Aujourd'hui nous sommes le 20 mai et on va faire un tour de la serre, histoire que je vous montre où j'en suis dans la saison. Dans cette vidéo, on va faire la première récolte de concombres et la première récolte de poivrons de l'année. Alors oui, rassurez-vous, je suis aussi surpris que vous, je ne m'attendais pas à faire ces récoltes aussitôt dans la saison. Je pense personnellement que c'est un concours de circonstances. Habituellement, je récolte plutôt les concombres qu'à partir de début juin et les poivrons, bah là normalement c'est à partir de juillet. Mais bon, la nature est parfois cruelle et la nature est parfois généreuse. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir faire mon premier tzatziki maison de la saison, que je vais pouvoir accompagner avec mes pâtes au beurre. Ce sera délicieux. Et bonjour également à tous les nouveaux sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Là, la chaîne a explosé la barre des 50 000 abonnés. Merci énormément pour tout votre soutien. Et du coup, là, dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous présenter comment j'ai installé la serre et comment j'ai fait pour qu'elle s'arrose automatiquement, et ça à l'eau gratuite. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire une très grosse annonce. L'annonce du plus gros projet de ma vie, et un projet qui n'a encore jamais été vu sur le YouTube français. En tout cas, je ne pense pas, de mémoire. Mais là, accrochez-vous les ballons, ça va secouer. Allez, c'est parti. La serre se situe dans une zone de mon jardin que j'appelle le jardin de plaisance. C'est ici où on passe du bon temps avec les amis. Bon là, c'est un petit peu le bordel parce que je suis en train de faire du bricolage en ce moment pour préparer une future vidéo. Ici, il y a également la haie d'agrumes, où j'ai fait d'ailleurs quelques petites modifications. J'ai trouvé un agrume très rare qu'il faudra que je vous présente dans une vidéo dédiée. Ici, il y a également le bassin à tritons. C'est un bassin où les tritons sont venus s'installer naturellement avec une magnifique fleur de nénuphar. Et ici, nous avons l'abri à bois solaire qu'on est en train de construire en ce moment et qu'on terminera dans la prochaine vidéo dédiée. J'ai aménagé la serre de telle façon à ce que ça devienne limite une pièce secondaire de la maison. Vu qu'on est taxé dessus comme si c'était une pièce secondaire, bah autant en profiter. Donc j'ai laissé une grosse zone ici de circulation avec une table et 2 sièges. Bon, j'ai laissé qu'un siège parce que je suis tout le temps tout seul à l'intérieur. Je ne cultive du coup que sur 2 bandes de culture qui font 1 mètre de large et 4 mètres de long, de part et d'autre, mais ça me suffit amplement. Et au fond, j'ai installé des agrumes qui profitent du microclimat qu'il y a dans la serre, avec ici un calamodin qui produit beaucoup, ici un mandarinier Satsuma qui va produire ses premières mandarines cette année. Regardez, il y a les premières mandarines, j'ai hâte de goûter à mes mandarines maison. Ici, j'ai le citron caviar qui produit énormément également. Et ici, j'ai un citronnier classique qui lui produit pas beaucoup, mais qui produit quand même. Mon objectif est de faire au fond de la serre une micro-forêt tropicale perpétuelle. Donc là, les agrumes, ils sont encore petits parce qu'on les avait plantés d'ailleurs en vidéo il y a 1 an et demi, mais ils vont grandir et ils vont occuper tout cet espace-là. Autour des agrumes, il y a également d'autres plantes tropicales perpétuelles, comme par exemple ici, je suis envahi par le basilic Magic Mountain. C'est le basilic du Kilimandjaro qui est en train d'envahir d'ailleurs toute la serre, ça devient limite incontrôlable. Et ici, j'ai la Lipia dulci qui avait occupé tout cet espace-là, mais entre-temps, il a pas mal réduit et il va de nouveau repousser. C'est une plante rampante. L'hiver, c'est très plaisant d'être à l'intérieur. Ici, j'y cultive également le potager d'hiver qui succède le potager d'été qui est ici. Ça permet d'avoir un jardin d'hiver qu'on peut profiter même s'il pleut, même s'il fait froid. C'est-à-dire qu'ici, on est abrité de la pluie. Et en plus, on atteint rapidement les 20 degrés dès les premiers rayons du soleil. La serre est connectée à Internet via une sonde qui me permet d'avoir en temps réel, directement sur mon téléphone, où que je sois dans le monde, le taux d'humidité et les températures à l'ombre. C'est pour ça que la sonde est bien cachée à l'ombre. Et ça me permet également de recevoir des alertes sur mon téléphone au cas où il y a un excès de température ou au cas où il y a potentiellement du gel. La serre s'arrose automatiquement à l'eau de pluie, c'est-à-dire que je n'ai rien besoin de faire. Même en période de grosse canicule, même quand les températures dépassent les 45 degrés, là l'arrosoir c'est seulement pour pouvoir arroser les semis qui sont là et les semis qui sont là-bas, mais sinon toute la serre s'arrose ici via ce compteur. Voilà, et j'ai juste à régler ici la durée d'arrosage. C'est les seules choses que j'ai à faire et après ça s'arrose automatiquement ici via un tuyau micro-poreux. Voilà, c'est ce tuyau là. On peut voir d'ailleurs que la terre est bien humide autour du tuyau. Et en fait, le tuyau micro-poreux, il circule dans toute la serre. Il passe ici, il passe là, il passe là, il revient là. Là, il y a un tuyau fermé qui passe sous terre ici. Et après, le tuyau micro-poreux, il reprend ici, il passe là et il fait tout le tour là. Et j'ai d'ailleurs installé tout le système en vidéo. Le compteur fonctionne sans électricité du réseau, seulement avec 2 piles. Voilà, qui sont ici dans ce compartiment-là. Ce sont 2 piles AAA. Et en fait, seulement avec la pression de l'eau, la pression qui vient des cuves,
ça suffit largement à arroser toute la serre. Donc il est relié ici à ce tuyau qui passe là, qui sort de la serre. Pour finir ici, relié à ces deux cuves de récupération d'eau de pluie de 1000 litres que j'ai surélevées pour pouvoir augmenter la pression à la sortie du tuyau. Et ces deux cuves sont reliées ici à la toiture de la maison pour pouvoir se remplir automatiquement à l'eau de pluie. À savoir que ces deux cuves de récupération d'eau de pluie me permettent d'être autonome en eau certaines années pour la serre, par exemple l'année 2024. Mais par contre, l'année 2025, là, il y a eu tellement une grosse période sans pluie que j'ai dû remplir l'une des cuves. Alors avant, ce que je faisais, c'est que je remplissais l'une des cuves avec l'eau du réseau. Mais l'année dernière, on avait découvert un puits dans une précédente vidéo qu'on avait après mis en service. Et du coup, maintenant, je remplis l'une des cuves avec l'eau du puits. En système d'arrosage secondaire de soutien, j'ai également installé des Zoya. J'en ai 4 ici et 4 là. Ce sont des jarres qui sont enterrées. Voilà, et qui diffusent de l'eau en douceur, qu'on remplit. Alors, je vous avoue que j'oublie tout le temps de les remplir. Mais voilà, on remplit jusqu'en haut et après, ça diffuse l'eau en douceur à l'intérieur du sol. Et ça permet de grandement diminuer les arrosages et de garder un sol constamment humide. Je m'en sers beaucoup, surtout en période de forte canicule. Et l'hiver, ça me permet également de couper entièrement le système d'arrosage automatique et d'arroser uniquement qu'avec les Zoya. Et ça suffit amplement. Dans la serre, j'ai également deux cuves de 200 litres, deux cuves de récupération d'eau de pluie qui ne sont pas reliées aux gouttières et que je suis obligé de remplir manuellement quand les cuves de 1000 litres sont trop pleines. Ça me permet de transformer la serre en serre bioclimatique, c'est-à-dire que l'eau qui est à l'intérieur fait de l'inertie thermique. Elle accumule la chaleur la journée pour la restituer la nuit. Ça permet d'avoir une température plus stable dans la serre. Et également, ça me permet aussi de pouvoir contrôler le taux d'humidité dans la serre, c'est-à-dire que si jamais l'air y est trop sec, je peux ouvrir l'une des cuves, mettre un filet anti-insectes, mettre une moustiquaire, et ainsi ça me permet de diffuser de l'humidité dans la serre. Et ça a le très gros avantage d'avoir de l'eau à température ambiante, et ça me permet de pouvoir arroser mes semis sans qu'il y ait de choc thermique, contrairement à si j'avais utilisé l'eau du réseau. Si jamais vous vous demandez à quoi servent les filets de part et d'autre de la serre et également à quoi servent ici les parpaings qu'il y a au sol, c'est pour protéger la serre de la biodiversité, parce que j'ai une population assez fournie en termes de hérissons dans le jardin, et du coup c'est pour éviter qu'ils rentrent dans la serre pour tout saccager et aller chercher les vers de terre qui se situent sous le paillage. Donc voilà, ça c'est la barrière anti-hérisson, ça suffit largement pour éviter que les hérissons rentrent à l'intérieur de la serre. Et les filets, en fait, c'est pour éviter que les merles viennent rentrer à l'intérieur de la serre pour faire exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai mis un filet de part et d'autre. Et du coup, ça permet de protéger la serre de tous ces animaux. Ici, on la voit plus trop, mais j'ai une mini serre dans la serre. En fait, quand je fais mes semis au début de la saison et qu'il y a encore des périodes de gel, je peux mettre une bâche par-dessus pour la transformer en mini serre. Et ça me permet d'avoir une serre hors gel à l'intérieur de la serre. Alors, ça marche que dans certaines limites, c'est-à-dire que si les températures descendent en dessous des -6 degrés, ben là, du coup, à l'intérieur, ça peut potentiellement geler. Mais du coup, le reste de l'année, je retire la bâche parce que c'est une bâche qui, contrairement à celle-là, n'est pas une bâche durable dans le temps. Donc, je préfère l'été, pour éviter qu'elle se dégrade avec les rayonnements ultraviolets, de la retirer. Et du coup, ça me fait une étagère à semis. Voilà, ça vous permet d'avoir un résumé de toutes les installations et améliorations des installations préexistantes qu'on a fait depuis fin 2024 jusqu'à maintenant. Bon, je vais déployer le filet d'ombrage parce qu'ils annoncent des fortes températures. Et comme ça, vous voyez comment ça se déploie. Donc voilà, il suffit de tirer comme ceci. Le système d'attache, ce sont des sardines comme ceci en U qui sont attachées à plusieurs points de la bâche que je sors de la terre et après que je replante dans la terre. Alors le problème, c'est qu'il faudrait que je l'améliore parce que j'ai utilisé de la ficelle biodégradable et du coup le système d'attache est en train de se biodégrader. Donc voilà, on tend bien et on plante. Voilà ce que ça donne avec le filet d'ombrage. C'est un filet d'ombrage occultant de 50%. Ça permet de laisser suffisamment de lumière pour que les plantes arrivent à pousser à l'intérieur. Et ça permet quand même de grandement diminuer la température à l'intérieur de la serre. Maintenant, on va parler des cultures. Dites-vous que tous les plants de légumes que l'on va voir maintenant, vous m'avez vu tous les semer et ça en vidéo. Et toutes ces vidéos sont condensées dans la playlist Le calendrier des semis, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous m'avez même vu fabriquer le terreau et vous avez pu suivre l'évolution de tous ces plants de légumes depuis la petite graine. Vous avez pu les suivre leur évolution au fur et à mesure du temps et ça jusqu'à maintenant. Parce que l'un de mes objectifs, c'est quand même qu'un maximum de Français se mettent à faire du potager et surtout réussissent à faire leur potager. Et c'est pour ça que normalement, avec la playlist Le calendrier des semis, là je vous ai tout filmé, je vous ai tout montré et vous avez toutes les cartes en main pour ne plus jamais rater aucun de vos semis. Bon, pour commencer, j'ai déjà des œufs qui poussent dans la serre. Là, un champignon de Paris. En tout cas, je ne me risquerai pas de le manger, ça c'est sûr. À la fin, ça donne ça. Voilà, c'est drôle.
Et ça me donnerait limite envie, hein. Mais bon, je ne fais pas confiance. Au niveau de ma façon de cultiver, j'utilise toujours la même méthode. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc j'ai toujours mes 2 bandes de culture de chaque côté. Sur chacune des bandes de culture, il y a toujours 2 plantes au couvre-sol qui occupent l'espace au sol. C'est-à-dire que d'abord, il y a le paillage qui sert de couvre-sol. Et après, il y a une plante couvre-sol. C'est toujours des melons charentais. Voilà, un là. J'en ai un troisième là-bas. Et de l'autre côté, j'en ai également un ici et un là-bas, qui est caché un petit peu là-bas. Voilà, ça permet de grandement limiter les arrosages. J'ai également au niveau de la porte de la serre, ici, des plantes de la famille des Aliacées, c'est-à-dire là des oignons rocamboles, oignons perpétuels. Bon, je les présente plus, ils sont tout le temps là dans la serre, vu qu'ils sont perpétuels, ils ne changent pas de place. Ici, j'ai rajouté maintenant de l'ail perpétuel. On peut voir d'ailleurs ici l'ail. Voilà, on peut voir un petit peu l'ail. J'attends que ça se développe un peu plus, voir si ça grossit un petit peu plus. Et de l'autre côté, évidemment, c'est exactement la même chose. Oignon perpétuel et ail perpétuel. L'ail de ce côté a un peu du mal à se développer, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, ça pousse quand même. Ensuite, j'ai toujours... Alors avant, je faisais 6 pieds de tomates par zone de culture. 3 là, 3 là, 3 là, 3 là. Mais maintenant, le problème, c'est que j'ai encore des tomates de l'année dernière. Donc là, là, maintenant, je ne fais pousser toujours que 4 pieds de tomates par zone de culture. Donc 2 là, 2 là, 2 là et 2 là. Et au centre pour que la lumière puisse passer au travers des zones de culture, parce que si je mettais qu'une rangée de tomates, la lumière aurait beaucoup plus de mal à passer. Donc pour optimiser la lumière, au centre, je mets des plantes à croissance lente. Donc là, ici, nous avons 3 pieds de piment. Et ici, nous avons 3 pieds de poivron chocolat. Sur chacune de mes zones de culture, pour lutter contre les ravageurs, je fais des associations de plantes bénéfiques. C'est-à-dire que j'ai des œillets d'Inde qui poussent là, sur chacune de mes zones de culture. Et en plus, non seulement ça protège contre les parasites, mais en plus, ça fait de magnifiques fleurs. C'est très beau esthétiquement. Voilà, bon là, il y a une toute petite fleur qui arrive. Et ensuite, je plante également du basilic. Voilà, il y en a qui poussent un peu partout, hein, du basilic, dans toute la serre. Ça permet de pouvoir récolter à la fois des plantes aromatiques et d'optimiser l'espace. Là, un là, un là-bas, un là-bas. Et le but, en fait, c'est que ça permette de perturber et de limiter grandement les attaques de ravageurs. La seule nouveauté cette année, contrairement à l'année dernière, c'est que je ne fais pas pousser de concombre cette fois-ci de ce côté. J'ai enlevé le filet à concombre, et parce que l'année dernière, j'avais eu le problème que les concombres avaient poussé là, avaient beaucoup trop poussé, et ça générait beaucoup trop d'ombre sur cette zone de culture. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup trop de récolte de concombres. Donc du coup, cette année, j'ai divisé la quantité de pieds par 2. Maintenant, ils sont uniquement ici. Voilà, on les voit pousser sur le filet à concombre. Ça, ce sont les concombres, c'est ma propre variété de concombre. C'est une mutation que j'avais eue en faisant pousser à la fois des cornichons et à la fois des concombres marquetaires. Et ça avait donné un pied de concombre mutant avec des concombres qui ressemblent un peu aux marquetaires et un peu aux cornichons. Quand on les laisse arriver à maturité totale, ça ressemble vraiment à des marquetaires. Et quand ils sont juvéniles, ça ressemble vraiment à des cornichons. Et vous voyez, à force de cultiver toujours la même variété chaque année, ils sont parfaitement adaptés à mon type de sol. Je pense que les images témoignent d'elles-mêmes, parfaitement adaptées à mon type de sol et à ma façon de jardiner. Et là, ils sont vraiment à fond, là, les concombres. Voilà. Pareil pour les poivrons chocolat. Là, les poivrons chocolat, c'est n'importe quoi. Ils ont des poivrons qui sont limite plus grands que les pieds de poivron, quoi. Regardez-moi ça, le pied de poivron, il est tout chétif et il a un poivron qui fait limite sa taille. Donc, ce que je vais faire, c'est que le gros avantage avec les pieds de concombre, enfin avec les concombres et les poivrons, c'est que contrairement aux tomates, on peut les récolter n'importe quand, même quand ils sont encore à leur stade juvénile. Donc, je vais soulager les plants de leurs fruits, de leurs légumes. Et comme ça va permettre de concentrer l'énergie de la plante, au lieu de concentrer l'énergie dans la production de légumes, de concentrer l'énergie de la plante dans la production de racines et dans la pousse. Au niveau des pieds de tomates, les variétés que j'ai sélectionnées pour la serre, ici j'ai doublé la quantité de pieds de tomates personne connaît, ma propre variété. C'est quand même les meilleures tomates qui soient, surtout pour ma technique de conservation qui est la congélation. En fait, ça fait des tomates à l'intérieur très charnues, très riches en chair, avec très peu de graines et très peu de gelée. Ça se conserve hyper bien via la conservation. Et puis surtout, vu que c'est des tomates qui sont jamais décevantes, là comme on peut le constater, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez-moi la taille de ce pied. Et avec déjà des petites tomates dessus, c'est jamais une déception, sont parfaitement adaptées à mon terroir et à mon type de sol. C'est des tomates que j'ai obtenues également via une mutation, à force de reproduire toujours mes propres graines. Vous voyez, ça fait des feuilles bizarres, un peu comme qui font penser à des oreilles d'éléphant.
et ça fait vraiment, c'est très productif. Ça a vraiment une très grosse productivité. Ça fait des tomates de plutôt gros calibre. Donc voilà, 2 pieds ici. Voilà, et j'ai également mis 2 pieds ici. Ensuite, j'y ai planté également ici 2 pieds de tomates Black Beauty, une variété de tomates que j'ai découvert avec vous l'année dernière, et franchement délicieuse. Donc j'ai remis 2 pieds ici. Alors j'ai un pied qui se porte parfaitement bien, et par contre j'ai un pied ici qui lui se porte un peu moins bien. C'est-à-dire qu'on peut voir au niveau de la construction, au niveau du feuillage, que c'est pas terrible. Alors j'ai beau chercher, je ne vois pas trop de quoi c'est dû. Peut-être que c'est un pied qui a subi trop de stress au début de la croissance, à cause d'un petit coup de froid, ou peut-être que c'est une attaque qui se passe au niveau des racines. Je vais inspecter tout ça. J'ai également un autre pied de tomate qui lui a du mal, c'est celui-là. Vous voyez, sur toute sa longueur, il ne fait pas de fleurs. Alors lui, il y a sûrement une explication logique, c'est parce que j'ai craqué, j'ai refait des tomates qui ont été créées en laboratoire. Voilà, elles ont été créées en laboratoire par une petite entreprise que personne connaît, qui s'appelle AstraZeneca. Oui, ils font des vaccins et des tomates. Et du coup, ça, ce sont les tomates Kumato qui ont été créées en laboratoire. Et ils sont doués pour faire des tomates, parce que les tomates Kumato, ça fait partie facile de mon top 5 des meilleures tomates que j'ai mangées. Donc du coup, je les ai refait. Et vu que je pars de graines qui sont normalement stériles, des graines F1, qui ne sont pas stériles mais qu'on ne peut pas reproduire chaque année, du coup j'ai parfois des mutations bizarres, notamment ce pied de tomate qui ne fait pas de tomates et qui est beaucoup trop grand d'ailleurs. Mais lui ça va, il fait des tomates. Là on peut voir les tomates Kumato, les tomates de laboratoire. Donc j'hésite, est-ce que je retirerai pas ce pied de tomate là, sachant que j'ai un pied de poivron chocolat ici qui manque un peu de lumière. Je vais voir un peu comment ça se goupille, mais voilà, j'hésite. Un pied de tomate Kumato, je pense que ça me suffit largement. Pour la taille de mes pieds de tomate, je fais toujours des tailles en Y. Voilà, là on voit sur ces 2 pieds, on voit parfaitement à quoi ça ressemble. En fait, je sélectionne un gourmand qui pousse mieux que les autres, et ainsi je le fais pousser toujours sur 2 têtes. Ça permet d'avoir 2 têtes qui produisent des tomates, tout en ne semant qu'une seule graine. Et pareil pour celui-là. Et en fait, après, la formation Y va se chevaucher, c'est-à-dire que là, il y a les 2 têtes qui vont partir là. Là, il y a une de ces têtes de celui-là qui va partir au milieu de ces 2 têtes. Et après, il va y avoir une autre tête là, et ça va faire comme un genre de quadrillage. Et ça va permettre d'avoir une optimisation au niveau de la lumière pour que ça pousse dans les meilleures conditions possibles. Au niveau des semis, ici j'ai toujours mes semis de secours au cas où il y a le moindre problème au potager. D'ailleurs, j'ai certains pieds de concombre et certains pieds de pastèques qui ont disparu, donc je vais devoir m'en servir. Donc j'ai un peu de tout, j'ai des œillets d'Inde, j'ai de la blette, j'ai également de la capucine, j'ai du chou kale frisé, j'ai ici c'est la morelle de Balbi qu'il faudra que je plante d'ailleurs, ça commence à bien pousser. Et voilà, pastèques qu'il va falloir que je plante aussi parce que les pastèques au potager ont disparu. Là j'ai un mélange de concombres, de melons qui sont en train de végéter d'ailleurs parce que les pots sont beaucoup trop petits maintenant. Et là-bas j'ai d'autres plantes encore. J'ai du basilic de rechange que si jamais le basilic dans la serre ne disparaît pas, tous ces plants vont finir au potager pour boucher les trous. Voilà, j'ai de la pastèque. J'ai également aussi du maïs. Alors j'hésite si je les plante ces pieds de maïs parce qu'ils sont un peu trop développés. Je me demande si je vais pas faire un semi-direct plutôt. Je vais y réfléchir. J'ai ici du tomatillo verdé. Voilà, 2 pieds de tomatillo verdé. Et ici, j'ai des choux de Bruxelles, de la blette. Tiens, il y a une capucine variegata, une mutation. Ça c'est intéressant. Je me demande si je vais pas récupérer les graines. Ça peut être sympa. Et ici, voilà, de la blette, etc., etc. Bon, c'est parti pour la récolte. Cette fois-ci, ça ne va pas être une cagette de légumes, une assiette suffit amplement. Faut pas non plus exagérer, je viens de tout planter, donc ça va pas être pour tout de suite la cagette. Allez hop. Bon voilà, c'est déjà pas mal. On va rajouter quelques oignons avec, parce que là, ça commence à prendre un peu trop de place. Voilà. Moi, je mange tout, hein. La tige ici, je la cisaille comme ça dans les plats, c'est vraiment délicieux. Et là, j'ai les petites gousses d'oignons. Là, ça commence à prendre trop de place. Bon voilà, hein, ça fait quand même une belle assiette pour un mois de mai. Ici nous avons les poivrons. Ici nous avons
l'oignon. J'aurais pu en récolter plus, mais je fais toujours du potager à l'assiette directement. Là, ça va être des oignons qui seront consommés facilement dans les jours qui vont suivre. Et j'ai les concombres. Là, déjà, une belle récolte de concombres et on n'est qu'au tout début de la saison. Le rôle de cette assiette, c'est surtout de soulager les plantes de leur production précoce, un peu comme feraient les plantes par elles-mêmes dans la nature. C'est-à-dire que là, vous voyez, les fleurs, lorsqu'elles sont trop précoces, la plante arrête de les alimenter et elles tombent naturellement au sol. Et nous, ce qu'on essaie de reproduire, c'est exactement la même chose. Lorsque les pieds de légumes produisent trop tôt, on les soulage de leur surproduction qui est trop précoce, et comme ça va garantir une meilleure production par la suite. On va d'ailleurs en retirer plus, ça fera plaisir aux cochons d'Inde, parce que là, c'est quand même beaucoup trop tôt. Et un petit là. Je connais 2 cochons d'Inde, quand ils vont tomber là-dessus, ils vont exploser. Hop. Voilà. Mini poivron pour mini pouic pouic. Bon, c'est parti pour l'annonce du plus gros projet de ma vie. Attention, ça va secouer. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. Je vous annonce la création de Personne Connaît, le parc dont vous pourrez suivre sa création du début jusqu'à la fin et le tout filmé sur YouTube. Et ça à partir de septembre. Cela fait depuis 2 ans et demi maintenant que sur la chaîne Personne Connaît, je vous partage mes aventures, ma quête vers l'autonomie, un mode de vie plus sobre et également plus authentique à partir d'une vidéo par semaine, évidemment, sauf quand je suis en vacances. Je vous encourage toujours à tout faire vous-même, à faire sécher vos aliments sans matériel, à fabriquer vos propres mélanges d'herbes aromatiques et également à fabriquer votre propre vinaigre, histoire d'être plus indépendant vis-à-vis de la société de consommation. Un mode de vie plus proche que ce que faisaient les anciens avant nous, un mode de vie également plus écologique et plus respectueux de l'environnement, et ça sans écologie punitive. Quand vous m'avez découvert, j'avais déjà un potager très productif, j'avais déjà également une serre très productive et également une volière avec des poules, et au fur et à mesure du temps, vous m'avez vu tout perdre, puis après par la suite, tout reconstruire en 100 fois mieux. À travers tous mes tutos, je pense à chacun d'entre vous en les simplifiant au maximum, en proposant des choses pour ceux qui souhaitent investir dans leur autonomie, mais également toujours une alternative pour ceux qui n'ont malheureusement pas les moyens. Et je sais ce que c'est, ça a été également le cas pour moi. Lorsque j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvé du jour au lendemain à avoir du mal à payer mes factures, et c'est comme ça que j'ai développé tout un tas d'astuces que je vous partage dans la playlist Un potager géant pour 0 €. Depuis toutes ces aventures, nous avons maintenant dépassé la barre des 50 000 abonnés et il est grand temps qu'on passe aux choses sérieuses. Maintenant que la quête arrive à son terme, il est grand temps d'affronter le boss et de débuter le combat. Le combat contre un système qui détruit petit à petit notre environnement et qui nous empoisonne par-dessus marché, et tout ça pour une seule chose, l'argent. La sauvegarde de la vie sauvage et de la biodiversité sont des sujets qui me tiennent énormément à cœur, et à travers mes vidéos, je fais en sorte que vos jardins deviennent de véritables oasis du vivant, où toutes les formes de vie peuvent y trouver un refuge à partir du moment où leur environnement est dégradé. À travers cette cause, je souhaite maintenant passer à une plus grande échelle, très grande échelle, protégeant ainsi des forêts de coupe rase, protégeant également des terres de l'industrie de l'agrochimie et protégeant des champs d'installateurs de méga-centrales photovoltaïques. À partir de maintenant, nous passons à Personne Connaît saison 2. Ce sera peut-être qu'un petit parc au début, mais ce n'est pas grave, j'ai toujours commencé comme ça, et ce seront les émules de ce projet qui mèneront ce combat à un grand avenir. Dites-vous que sur juste 1000 m², nous sommes famille d'accueil pour animaux blessés. Nous travaillons en lien avec 2 associations qui nous amènent des chats, des hérissons et également des oiseaux que nous après on amène chez le vétérinaire et qu'on garde en observation le temps que les plaies guérissent pour après les relâcher, et tous ces animaux vivent après en harmonie dans le jardin, et ça sur uniquement 1000 m². Alors imaginez maintenant si l'on reproduisait ça sur 3 fois cette taille, sur pourquoi pas rêvant un petit peu 1000 fois cette taille, transformer nos jardins en de véritables oasis du vivant, un véritable réseau où les animaux pourraient venir s'y réfugier et y finir leur vie heureux. Et c'est dans cette optique de promouvoir, d'amener la nature et la biodiversité en ville et de ramener la nature et la biodiversité à la campagne que va débuter ce tout nouveau projet sur la chaîne. À partir de septembre va débuter une nouvelle aventure sur un tout nouveau terrain où je vais repartir de zéro. Vous pourrez suivre la transformation de ce terrain et ça sur ma chaîne YouTube.
Je vivrai sur ce terrain dans une tente comme un Romain Michel. Ça se rajoutera en plus des vidéos que je réalise déjà et ça sera un genre de télé-réalité pédagogique. J'espère que ça vous plaira. Alors quelle taille fera ce parc? Eh bien, il n'y a aucune limite car ce sera à vous d'en décider. En effet, avec toutes les économies que j'ai réussi à rassembler jusqu'à présent, je n'ai les moyens malheureusement de prendre qu'un terrain qui fera autour des 3000 m². Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte Litchi qui est disponible en description de cette vidéo où tout est expliqué dessus. Et cette cagnotte va vous permettre, si vous le désirez, de participer à l'aventure de la création de ce fameux parc. Ça signifie que quoi qu'il arrive, même si la cagnotte fait 0, il y aura en septembre la première vidéo à l'intérieur du parc. En fait, je veux pas faire comme font beaucoup de youtubeurs, c'est-à-dire faire des cagnottes qui à la fin n'aboutissent à rien et après qu'ils se barrent avec la thune. Non, moi, quoi qu'il arrive, il y aura le parc et après, la taille du parc dépendra du succès de la cagnotte. Pendant tout ce temps, j'ai prospecté et visité plusieurs terrains. Mes seules conditions vis-à-vis de ces terrains, c'est que ce soit des milieux qui soient sauvages, c'est que ce soit des lieux qui soient également accessibles par une route goudronnée pour que vous puissiez facilement me rencontrer sur place. Et également, une autre condition, bien évidemment, c'est qu'il y ait accès à l'eau. Parce que vous imaginez bien que si je n'ai pas accès à l'eau, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile d'y cultiver des choses. Tous les terrains que j'ai prospectés ont des tailles différentes, allant de 3000 m² jusqu'à plusieurs hectares. Et du coup, après, je choisirai l'un des terrains en fonction de la réussite de la cagnotte. Sachant que j'ai mis toutes les choses en place pour que tout se déroule le plus rapidement possible. C'est-à-dire que dès que j'aurai le budget, normalement les choses vont aller très vite. Et c'est pour ça que dès septembre, débutera les premières vidéos sur ce terrain. Du coup, en partant d'un lieu totalement sauvage, dans cette nouvelle série de vidéos, il y aura une dimension survie, une dimension autonomie et bien sûr une dimension jardinage. Le gros avantage de ce parc, c'est qu'en plus que vous allez pouvoir suivre sa création entièrement filmée sur YouTube, vous allez pouvoir venir le visiter en vrai lors d'événements qui s'appelleront les rencontres abonnés-cueillettes. Et du coup, lors de ces événements, vous pourrez venir récolter tous les fruits et tous les légumes qui composeront le parc et même repartir avec des boutures. Alors au début, je voulais que ce soit gratuit, mais lorsque je vous en avais parlé la première fois, vous m'avez dit que ce serait mieux que ce soit payant. Et du coup, j'ai décidé que ce sera prix libre à partir de 1 €, 1 € symbolique. Comme ça, en fait, c'est pour éviter que, si jamais je dis que c'est gratuit, à la fin, les gens ils vont venir à côté du parc, ils vont se garer, ils vont dire bah, on ramasse tout, de toute façon c'est gratuit, et ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce que j'aimerais éviter, voilà, je me dis que 1 € c'est rien, donc ce sera prix libre à partir de 1 € seulement. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ce terrain? On va en faire un sanctuaire de protection animale et de la biodiversité. On va faire plein d'aménagements qui va permettre d'augmenter la biodiversité à l'intérieur de ce terrain. C'est-à-dire qu'on va créer plusieurs points d'eau où les animaux qui vivent déjà dessus auront après par la suite un accès à l'eau et ça en permanence. Et aussi, je vais en faire un lieu d'exposition de construction paysagère. Déjà, j'aimerais vous faire un tuto pour faire un bassin de jardin où il est possible de nager à l'intérieur, de nager avec ses poissons. On va bien sûr réaliser des tests d'eau pour être sûr que l'eau soit propice à la nage et pas qu'on se retrouve à nager avec des cyanobactéries. Autre projet, j'aimerais réaliser une église en glycine. Alors moi, ce sera un peu différent que ce que je vous montre actuellement. Moi, ce sera entièrement réalisé en fer à béton avec que des soudures et que du métal. Et on va essayer de faire un modèle qui sera plus facile à réaliser pour que vous puissiez la réaliser vous aussi chez vous. Un autre projet que j'aimerais réaliser sur ce terrain, c'est une rivière solaire. C'est une rivière qui se mettra à couler à partir du moment où il y a du soleil. Donc dès qu'il y a du soleil, paf, la rivière se mettra à couler grâce à une pompe qui fonctionnera via un panneau solaire. Alors j'aimerais également faire une revisite du jardin-forêt avec un jardin-forêt qui sera totalement différent que ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Et j'aimerais réaliser un potager composé uniquement que de plantes perpétuelles. Et du coup, quand vous viendrez me rencontrer sur place, vous pourrez repartir avec les boutures de ces fameuses plantes perpétuelles. Et bien entendu, vu que les sangliers, les cerfs et tout le tintouin seront autorisés sur le terrain, le potager sera protégé par une clôture électrifiée pour éviter que les sangliers viennent détruire le potager. Et tous les arbres du jardin-forêt seront protégés avec un grillage pour éviter que les chevreuils viennent arracher l'écorce des arbres. Et oui, car dans ce parc, les animaux sauvages seront même encouragés à venir. En effet, le but de ce parc, c'est que ça soit avant tout un sanctuaire pour la protection de la vie sauvage. Et du coup, à l'intérieur de ce parc, ils auront accès à l'eau en illimité, ils auront accès à des arbres et arbustes fruitiers pour pouvoir se nourrir. Et le parc sera également équipé de caméras de surveillance dans tous les coins. Et à la fin de chaque mois, je vous ferai un best-of de tout ce qui a été filmé par les caméras de surveillance. En fait, à l'inverse de ce qu'aurait fait une micro-ferme
ou un jardin paysager, ce parc ne prendra pas la place des habitats des animaux sauvages, mais au contraire, il y sera intégré et leur offrant même plus de possibilités. Un autre projet que j'aimerais réaliser sur ce terrain, c'est un village de tentes démontables. Comme ça, dès que j'organiserai des rencontres abonnés-cueillettes et que vous viendrez sur place, même ceux qui habitent vraiment loin pourront, pourquoi pas, passer une nuit sur le terrain pour pouvoir après, par la suite, reprendre la route et ça complètement reposé. Et pourquoi pas aussi en profiter pour visiter les beaux coins qu'il y a en Aquitaine. Alors bien sûr, tous ces projets seront dépendants de la taille du terrain et du coup de la réussite de la cagnotte. C'est-à-dire que si le terrain est trop petit, malheureusement, il faudra faire des choix parmi tous ces projets. Voilà, j'espère que vous êtes à fond avec moi pour ce nouveau projet. On va créer le plus beau parc du monde. En tout cas, on va essayer. Imaginez, il suffirait que seulement chacun d'entre vous ne donne ne serait-ce que 1 € dans la cagnotte Litchi qui est en description de cette vidéo pour que l'ensemble de tous les projets que je viens de vous expliquer pourraient voir le jour. Et puis, dans tous les cas, tout ce que vous mettrez sera en plus de ce que moi je mettrai. Ce que je vous garantis, c'est qu'en septembre, il y aura une nouvelle série où je vivrai dans une tente, dans un milieu totalement sauvage, au milieu de nulle part. Et ce sera le premier épisode de... Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et la booster. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce projet. Et si vous avez des conseils, je suis preneur.